Donc, il y a eu des changements au cours de l'évolution qui ont mené au cerveau de l'homme avec à la fois des invariants et en même temps des parties qui ont changé, la plus importante étant, pas la seule, bien sûr, le cortex préfrontal et aussi la latéralisation, c'est-à-dire que le fait que nous avons un cerveau droit et un cerveau gauche, qui n'est pas tout à fait le même, le cerveau gauche, l'hémisphère gauche étant plus spécialisé dans le langage et le droit dans les aspects émotionnels et artistiques. Je schématise. Alors, quelques images pour vous amuser un petit peu. Je vous ai parlé de l'Homo habilis. Bien voilà son crâne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait quand même la propre capacité, en dépit de sa petite taille, vous voyez, c'est 750 cm3, de produire des outils que vous voyez ici. Mais ces outils sont assez grossiers. Bon, ensuite, ces outils se perfectionnent. Ici, nous sommes avec Homo erectus, si vous vous rappelez. C'est 1 million d'années à 500 000 ans, même plus. 800 cm3, et on peut faire des bifaces à cette époque-là. Les Homo erectus ont le sens de la symétrie. Vous voyez, on voit apparaître un peu un sens esthétique déjà. Et puis, progressivement, encore une fois, le cerveau, là, s'accroît de taille. C'est pas simplement de taille, mais aussi de complexité, bien sûr. Chez l'Homo heidelbergensis, et qui vivait il y a 300 000 ans, donc Homo sapiens c'est 100 000 ans en Afrique, et on a découvert des offrandes. Il y avait déjà un sentiment religieux qui existait, et vous voyez, ces offrandes accompagnaient les sépultures. Donc peut-être qu'ils pensaient déjà à l'au-delà, enfin oui, tous ces mythes qui se sont développés dans le cerveau de nos ancêtres. Et puis évidemment, on arrive à l'Homo sapiens, c'est ses talents artistiques. Et ici, on a un cerveau qui fait environ 1,4 litre, et on est capable, à cette époque-là, de créer des œuvres d'art qui sont, à mon avis, équivalentes à celles qu'on fait aujourd'hui. Hein. Je dirais, pour ceux qui aiment Marcel Duchamp, le nu qui descend l'escalier, vous avez déjà ça. Hein. Vous pouvez retrouver ici Marais, vous voyez, la chronophotographie, enfin c'est plus des nuances incroyables, un sens du mouvement. On a un Homo sapiens qui s'est dessiné, voilà. Et évidemment, tout ça est lié au développement de notre cerveau, comme je vous l'indiquais. Tout de suite, ça pose un problème, cache pas. Parce que le problème, c'est nos gènes. Parce que c'est eux qui vont déterminer notre cerveau. Cette évolution, c'est le génome qui change. Donc, vous savez, ce génome, maintenant, on le connaît bien, il a été séquencé, etc. Et évidemment, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe pour arriver à cette évolution au niveau de notre génome. Il a été complètement séquencé, je le disais, par Voltaire et par d'autres. Et il y a un paradoxe qui se trouve posé par le nombre de gènes. Chez la souris, il est de 20 à 25 000, chez l'homme, il est de 20 à 25 000. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'on a le même nombre de gènes que la souris. Oui. Là aussi, vous voyez, notre cerveau est une machine chimique, il faut l'accepter. Hein. Et aussi, nous devons accepter le fait que nous avons autant de gènes chez la souris, chez le rat aussi, pour ceux qui n'aiment pas les rats, que dans nos chromosomes. Bon, il y a évidemment des différences, hein, elles existent, par exemple entre le chimpanzé et l'homme, il y a quelques pourcents de différence dans la séquence, mais il y a beaucoup de similarités. Alors, comment arriver à s'en tirer pour comprendre la relation entre la complexité du génome et celle de notre cerveau? Ce qui est clair, c'est que le génome évolue
mais il évolue lentement. Hein. C'est pas comme ce que je vous ai montré en ce qui concerne le développement des connexions dans notre cerveau. Les gènes évoluent, et il faut aller d'une génération à l'autre pour que cette évolution se produise. Et comment arriver à résoudre ces paradoxes? Ben, simplement en se disant qu'il y a des petits changements génétiques, mais surtout il y a une combinatoire. Là aussi, comme j'en parlais à propos des neurones, mais ces gènes se combinent entre eux pour arriver à constituer ce qu'on appelle une enveloppe génétique qui va déterminer les grandes caractéristiques de notre cerveau. Alors évidemment, ça pose problème, hein, parce qu'on ne connaît pas très bien comment ça se passe, ça c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est que on a beaucoup de difficultés à mettre en relation les gènes et l'organisation du cerveau. Il y a quelques exemples qui sont bien connus, là vous en avez un, c'est ce qu'on appelle la microcéphalie, c'est-à-dire que le nouveau-né a déjà un cerveau qui est bien moins important que celui d'un enfant de quelques mois à sa naissance. Et cette différence de taille est due à un gène que l'on appelle le gène de la microcéphalie et qui en fait agit sur le nombre des divisions des cellules nerveuses. C'est-à-dire que si vous avez trop peu de divisions des cellules nerveuses, le cerveau est réceptif. Autrement, vous avez un nombre de divisions qui va donner le cerveau adulte. Donc voilà le paradoxe des actions géniques. Quelques exemples où un seul gène est capable de déterminer une morphologie cérébrale, mais ce n'est pas le cas général, comme je le disais tout à l'heure. Puis de toute façon, vous n'arriverez pas à expliquer cette non-linéarité que j'ai mentionnée entre le nombre de gènes et la complexité du cerveau. Alors si j'ai montré cette diapositive, c'est qu'elle est peut-être un petit peu compliquée, mais elle va quand même vous donner une idée. C'est-à-dire que j'ai dit qu'on n'arriverait pas à s'en tirer avec des gènes uniques, donc il faut les combiner ensemble. Donc il y a des aspects quantitatifs qui interviennent, et ce qui se passe au cours de l'évolution souvent, c'est qu'il y a un même gène qui est répété plusieurs fois. Il y a des duplications géniques. Et ces duplications géniques vont donc créer des changements dans l'organisation de notre cerveau, et sur ce schéma, vous voyez ce qu'on appelle des copies géniques dont le nombre va évoluer. Vous voyez, ici, au lieu d'avoir justement 2 copies, hein, ce qui est la règle normale, vous en avez 4 ou 6. Et ces changements sont associés avec des problèmes intellectuels, autisme, schizophrénie, épilepsie, ou aussi éventuellement, dans certains cas, il faut espérer un accroissement des capacités du cerveau lui-même. C'est ce que nous essayons de comprendre au cours de l'évolution. Ici, c'est des exemples particuliers. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que ces analyses qui ont été faites sur la séquence complète des génomes ont été réalisées avec des Asiatiques, c'est en rouge, avec des Africains en bleu et des Européens en vert, vous voyez. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve la même chose dans chacune de ces ethnies. En fait, il n'y a pas de particularité à cet égard propre à chaque ethnie. Par contre, on ne les trouve pas chez le singe. Voilà. Donc vous voyez que on a juste, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on ne sait pas, mais on a donc une enveloppe génétique où le nombre de gènes répétés est susceptible de jouer un rôle au cours de l'évolution. Vous voyez, donc des changements mineurs qui vont vous permettre de passer du génome de la souris au génome de l'homme, avec des petits changements, et ces petits changements vont s'accompagner par un gros changement de la complexité de l'organisation de notre cerveau. Vous le voyez déjà à la naissance, et ici vous avez le cerveau du nouveau-né, et c'est des travaux qui ont été faits par Madame Dehaene Lamberts, et ce qui est très 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 intéressant, c'est que vous voyez chez le nouveau-né, ici c'est de l'imagerie cérébrale, et le nouveau-né est capable de distinguer entre
un discours qui est effectué normalement, ou ici qui est présenté à l'envers. C'est-à-dire vous prenez la bande magnétique et vous l'inversez. Alors ça n'a aucun sens. Hein? Eh bien, le nouveau-né est capable de faire la différence au niveau de son cerveau. Vous ne trouvez pas que c'est quand même assez extraordinaire? Et vous voyez aussi qu'il a déjà pas mal de distributions de connexions. Évidemment, il ne les a pas toutes, mais il en a un certain nombre qui sont présentes et qui lui permettent d'assurer un certain nombre de fonctions. Comme par exemple la tétée au sein de la mère. Donc il est évident qu'il y a une disposition innée. Si les nouveau-nés n'étaient pas capables de téter, s'il fallait leur apprendre à téter, ben, ils ne téteraient pas, dans beaucoup de cas. En fait, c'est le nouveau-né qui demande à téter, c'est pas la mère qui le force à. Vous avez la reconnaissance du visage. Le nouveau-né va très rapidement reconnaître le visage de sa mère, parfois de son grand-père. Il y a une distinction entre objets animés et inanimés, il y a une conscience primaire, il y a la reconnaissance d'autrui, donc de celui qui vient sur son berceau pour le prendre dans ses bras. Donc tout ça, c'est des choses innées qui existent dans notre cerveau à la suite d'un développement en quelque sorte génétique au cours du développement embryonnaire. Alors le deuxième petit chapitre que je voulais, le deuxième tableau, va être justement sur la notion de variabilité et de développement. J'ai mentionné le fait que la connectivité entre nos cellules nerveuses va se développer progressivement pendant le développement embryonnaire, vous avez quelques exemples, mais aussi beaucoup après la naissance. Et vous voyez, le poids du cerveau du nouveau-né augmente 5 fois pour atteindre le niveau de l'adulte. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Eh bien, les cellules nerveuses vont accroître leurs arborisations, parce que leur nombre ne change pas beaucoup au cours du développement. Il est fixé avant la naissance très largement, il diminue de temps en temps. Et par contre, ce qui va se passer, c'est une incroyable, extraordinaire prolifération de contacts synaptiques qui vont conduire à notre cerveau adulte. Vous voyez tout de suite l'importance de l'éducation. Hein. Ceci dit en passant, parce que pendant toutes ces périodes qui suivent la naissance, eh ben, ce cerveau se construit. Et nous avons proposé, il y a bien des années, avec Antoine Danchin, un modèle où on pensait que, et on pense toujours, et je pense que c'est un modèle exact, qu'il y a une certaine forme d'évolution darwinienne qui se produit, et qu'il va y avoir des phases de croissance, et puis ces croissances se font un petit peu au hasard, de manière anarchique. L'activité du réseau en développement va intervenir pour éliminer certaines connexions et en stabiliser d'autres. Alors j'avais, lorsque j'ai proposé cette idée dans l'homme neuronal, dit apprendre c'est éliminer. Oh là, qu'est-ce que j'ai pas dû entendre après? Alors comment il faut éliminer les élèves à l'école, c'est ça que vous voulez dire? Je dis pas du tout, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des périodes sensibles au cours du développement où il faut que ces connexions soient stabilisées. Vous voyez, le système est un petit peu diffus. Et l'expérience que l'enfant va avoir sur le monde va lui permettre de consolider et de structurer ses réseaux nerveux. Et ça va être structuré par, justement, stabilisation, élimination de contacts synaptiques. Donc, c'est évidemment un mode de plasticité, en quelque sorte, très important, et qui est tout à fait critique pour non seulement la formation de notre cerveau et sa construction, mais aussi tout ce qui concerne l'apprentissage, et entre autres l'apprentissage du langage, j'y reviendrai dans une minute. Vous voyez ici que c'est encore donné logarithmique, hein, c'est 1, 10, 100, etc., que cette évolution est extrêmement longue chez l'homme par rapport à ce qu'elle est chez le rat ou la souris, et que, évidemment, elle va s'accompagner, comme je le disais, globalement, il va y avoir à un certain stade plus d'élimination que de prolifération, et vous aurez une chute du nombre total de cellules nerveuses.
Alors, c'est absolument fascinant parce que dans cette période initiale de synaptogénèse, par exemple, si on réfléchit, vous avez qu'à prendre le nombre total de synapses et diviser par le nombre de secondes. Quand vous regardez un enfant, une seconde, 10 millions de synapses se forment. Est-ce que vous aviez réfléchi à ça? Bon, bah, non, mais vous faites le calcul. Vous avez 1 million de milliards de synapses, hein, et vous divisez par le nombre de secondes de la vie d'un enfant. Bon, bah voilà. C'est des chiffres qui font rêver, mais qui montrent à quel point l'éducation est si importante dans la construction de notre cerveau. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale. On ne peut pas imaginer construire un cerveau tel que le nôtre en une fraction de seconde. Ce sont des traces à très long terme qui se déposent dans notre cerveau, et entre autres l'apprentissage de l'écriture. Alors qu'est-ce que c'est que l'écriture? Ça existait quand l'homme est apparu en Afrique. Est-ce qu'il savait écrire? Réponse? Non. Non? Bon. Donc il n'a pas été sélectionné. L'écriture n'a pas été sélectionnée par l'évolution génétique. Elle a été sélectionnée par l'évolution culturelle. Alors, ce que Desjardins a montré, qui est absolument fascinant, c'est qu'il peut y avoir certaines lésions cérébrales qui entraînent une perte de circuits intervenant dans la lecture et l'écriture. Donc il y a une empreinte formidable de l'éducation, de l'apprentissage à lire et à écrire qui va se manifester dans notre cerveau et qui, s'il y a des interruptions, va entraîner, par exemple, ce qu'on appelle une alexie sans agraphie, c'est-à-dire la perte de la capacité de lire tout en conservant la capacité d'écrire. C'est une des grandes découvertes de cet immense neurologue que fut Desjardins, et qui est évidemment confirmé. Et en fait, quand on regarde par imagerie cérébrale, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, bah, vous voyez qu'un sujet qui a appris à lire et un sujet qui est illettré bah, ont des cerveaux différents. On peut appeler un chat, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'empreinte de l'expérience culturelle est telle que ça va réorganiser, restructurer notre cerveau. Et je pense que les enfants qui actuellement, au lieu d'apprendre à écrire à la main, utilisent alors un clavier d'ordinateur et passent leur temps sur les Game Boys ou des, je sais pas, bah, ça va évidemment restructurer leur propre cerveau. Ça, il faut s'y attendre. Ça fait parmi les choses. Pourquoi pas? Après tout, utiliser un ordinateur, c'est finalement un progrès par rapport à l'écriture à la plume. Peut-être. C'est à méditer. Donc, vous voyez les conséquences de cette variabilité synaptique au cours du développement, qui va évidemment introduire une variabilité entre individus qui est non génétique. J'ai utilisé le terme épigénétique. Donc, cet apprentissage va être absolument fondamental pour la constitution du cerveau de l'adulte, pour ses performances, et je dois le dire, est souvent irrémédiable. C'est-à-dire que si un enfant a une cataracte et que s'il ne pratique pas la vision par l'œil, eh bien il va se retrouver aveugle de cet œil au niveau du cortex. C'est-à-dire si on l'opère de la cataracte, il ne va pas récupérer la fonction parce qu'il y a une cécité corticale qui est entraînée par le manque d'expérience. D'où encore une fois cette nécessité pour l'enfant d'interagir avec le monde extérieur. D'ailleurs, si vous regardez votre fils ou votre petit-fils entre 6 mois et 2 ans, on n'arrive pas à les tenir, ces gosses. Ouais. Pourquoi on n'arrive pas à les tenir? Simplement parce qu'ils explorent le monde. Ils sont constamment en train de toucher une chose. Ils ont encore avalé la gomme ou je ne sais quoi. Ils essayent tout. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ces moments-là? Ben justement, ils se construisent un cerveau. Voilà. Ils se construisent. C'est indispensable pour eux d'avoir ces... Et vous voyez, si c'est perturbé, ben, on a des pathologies comme celle de la schizophrénie.
C'est une hypothèse qui est actuellement couramment. Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience? Bon, bah voilà, c'est un phénomène qui existe dans notre cerveau. J'ai déjà parlé de l'anesthésie générale et de la perte de conscience. Donc, oui, c'est un phénomène physiologique qu'on a dans notre tête. Et où on espèce de simuler des actions virtuelles, des programmes, des intentions, et avec comme définition ce que j'aime bien de Paul Ricoeur, parce que c'est un philosophe moraliste que j'admire beaucoup, espace de délibération pour les expériences de pensée où le jugement moral s'exerce sur le mode hypothétique. Oui, c'est une phrase qui est simple, c'est bon, un espace de délibération, voilà, c'est déjà suffisant. Alors, comment arriver à délibérer avec notre cerveau? Finalement, c'est ça, en gros, la question. Bon, je ne vais pas vous donner la réponse si vous imaginez que je n'ai pas cette réponse. Mais on a quand même des petites choses sur lesquelles on peut réfléchir et débattre, et entre autres, faire des hypothèses, disons. Alors, l'hypothèse que je vous propose est que, en fait, nous avons dans notre cerveau des cellules qui ont la capacité de mettre en correspondance plusieurs territoires de notre cerveau. Parce que quand on est conscient, comme vous l'êtes, vous n'êtes pas encore tout à fait endormi, ça va dire peut-être, mais j'arrêterai avant. Mais quand on est attentif, vous écoutez, vous voyez, votre mémoire est présente, et puis vous pouvez en parler. Vous pouvez rapporter ce que vous avez vu ou entendu. Vous direz, quand vous sortirez, vous direz, ah bah changer m'a dit que, etc. Donc vous voyez qu'il y a un espace où tout ça se produit. Et évidemment, comme il y a diverses modalités, l'audition, la vision, la mémoire, etc., l'idée c'est qu'on a des connexions dans notre cerveau qui vont réunir tous ces territoires, et que ces connexions vont être longues, parce qu'elles vont réunir des territoires qui sont distants les uns des autres. D'où la thèse que nous avons proposée avec Stanislas Dehaene, que ces connexions à longue distance, vous voyez, elles ont été déjà vues par Ramon y Caral, ici, et aussi par Desjrine, très tôt, vont former une espèce de réseau que nous avons appelé espace de travail conscient. Donc, j'espère qu'il va, au moins l'Homo sapiens, tel que nous le connaissons, va persister sur notre terre. Hein, j'espère qu'il va être toujours présent. Ceci dit, il est certain qu'au niveau génétique, il y a une évolution qui se poursuit, qui n'est évidemment pas la même que celle qui s'est passée au moment où l'Homo sapiens est apparu sur Terre. Parce que l'Homo sapiens aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, il vit beaucoup plus longtemps. Il peut se reproduire beaucoup plus longuement. Il y a des quantités de gènes qui, grâce à la médecine, vont être maintenus dans les populations, donc il faut s'attendre à une certaine forme d'évolution. Maintenant, laquelle est-ce, quelle sera, je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas un devin, hein. Mais une chose qui me paraît quand même assez intéressante à prendre en considération, c'est que du fait qu'on va maintenir une très grande diversité génétique, ce qui n'est pas le cas dans les espèces sauvages. Les espèces sauvages sont relativement homogènes sur le plan génétique, alors que les espèces humaines, il faut s'attendre à une assez grande dispersion des recettes. Peut-être que cet Homo sapiens, il va être extrêmement diversifié sur le plan des données génétiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir des êtres humains qui vont aller des moins performants jusqu'aux très performants. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une courbe en cloche pointue, elle va être très étalée. Ce sera peut-être une des grandes caractéristiques de l'homme du futur. Ce qui va poser des problèmes éthiques considérables. C'est-à-dire, il est évident que la notion d'égalité va être extrêmement difficile à appliquer. Je parle d'égalité en droit, hein, je parle des incidences politiques et éthiques. Parce qu'il y aura d'énormes inégalités génétiques et dans les performances et les capacités du cerveau,
qui vont se produire de ce fait. Donc voilà, ça pose des questions intéressantes. On n'en est pas là, mais elles vont se poser. D'ailleurs, pour l'école, si vous voulez, les grands principes républicains de l'abbé Grégoire, de Jules Ferry, etc., où tout le monde apprend le français dans la même classe, à la même âge, etc., avec cette notion extrêmement forte de l'égalité, à laquelle je tiens, nous tenons tous, évidemment, bien entendu. Pour moi, si vous voulez, c'est une forme d'égalité des chances, qui est évidemment de loin la plus importante, mais il est certain que le système éducatif va devoir s'adapter à cette diversité des aptitudes des enfants et savoir comment on les prendra en charge dans l'avenir. Écoutez, moi je suis biologiste moléculaire et chimiste de vocation, donc je ne vais pas vous répondre non, hein, parce que je pense que pas uniquement. Il y a l'avenir est dans une certaine forme de pharmacologie. Là justement cet après-midi j'étais à une émission où on discutait de ça et on discutait en quelque sorte du problème du coût des maladies du système nerveux. Et j'ai peut-être la diapositive ici, j'en sais rien peut-être. Et le coût de ces... non, c'est pas ça. Le coût des maladies du système nerveux est extrêmement élevé. Il est de l'ordre, pour l'Europe, en une année, de 400 milliards d'euros. Donc vous voyez que c'est quelque chose... voilà, ça. Vous voyez, c'est 788 milliards d'euros. 800 milliards d'euros. Et qu'il y aura en Europe 165 millions de personnes, c'est à peu près 38% de la population, qui souffrira de maladies cérébrales ou psychiatriques, enfin neurologiques ou psychiatriques. Mais c'est quoi les maladies c'est lesquelles? La schizophrénie, dépression, douleur chronique, vieillissement, vous voulez que je vous fasse la liste? Non, mais c'est mal, ça. hein. Non, mais dans les 38, c'est énorme ce chiffre de 38. Oui, vous réagissez comme... J'ai donné ce même exposé à l'UNESCO, il y avait un ambassadeur qui était là, très distingué, qui s'est levé et qui m'a dit mais alors, est-ce que je fais partie des 38% ou non? Ce qu'il y a, c'est que, si vous voulez, dans une population au quotidien, on ne les voit pas. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens en institution, malheureusement, ou restent chez eux et s'emparent dans la vie. C'est pas moi qui ai établi cette statistique, c'est l'association des neurologues européens. Mais comment vous définissez les maladies en question? Je vous dis, c'est des troubles. Bon. Non, je pense qu'ils doivent prendre le DSM. Non, je ne suis pas DSM du tout. Si vous prenez simplement les accidents vasculaires cérébraux, hein, faites-moi confiance, ça fait un nombre. Hein. Commencez déjà par ça. Ensuite, vous avez les maux de tête, hein, par exemple la migraine. Voilà. Vous avez la douleur chronique. J'ai mal au dos, etc. Ça dure, ça n'en finit pas. Je suis coulé sur mon lit, etc. Bon, ça, c'est pas le dos, hein, c'est une neurones. À tout ça, vous avez, ma grand-mère, elle ne vit plus très bien, elle ne sait plus rentrer chez elle, elle a perdu la mémoire, etc. Combien de fois ça arrive? Bon, moi ça m'arrive aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où je perds la mémoire des noms propres, hein, j'arrive plus à retrouver le nom. Bon, c'était un petit signe. Hein. Enfin, disons, qu'est-ce que ça fait partie de quoi, ça? C'est les trucs du vieillissement. Alors, vous savez qu'on prolonge la durée de vie, donc et le nombre de malades qui vont souffrir de la maladie d'Alzheimer est considérable. Alors, si vous regardez maintenant les sociétés pharmaceutiques, je ne sais pas, Sanofi, hein, c'est pas ça, ou d'autres, et toutes.
eh bien, elles abandonnent les travaux sur les maladies du cerveau. C'est trop risqué, ça coûte trop cher. Et on arrête. Donc, voilà, ça pose, si vous voulez, un problème scientifique et un problème social considérable. Écoutez, ici, on est un certain nombre de personnes d'âge, ou à la couleur des cheveux, ou au nombre de ses cheveux, et on est là quand même pour apprendre encore. Hein, et moi, je suis là, je ne peux pas dire que je suis un jeune maintenant. Je ne sais rien, je ne sais pas quel âge j'ai oublié. Et donc, si vous voulez, l'apprentissage, on l'a pendant toute sa vie. Et je dirais même, ce qui me paraît intéressant, justement dans le contexte de la question qui a été posée tout à l'heure, et de ce renouvellement permanent, même chez les personnes âgées, enfin, c'est qu'il faut faire fonctionner son cerveau. Enfin, ça, à mon avis, ça me paraît, c'est une chose qu'il faut se rappeler, dont il faut se rappeler après cette conférence, c'est ça. Continuez à faire fonctionner votre cerveau. Revenez aux prochaines conférences.